Hier, le Premier ministre présentait à la représentation nationale sa déclaration sur la situation nationale, séance qui a été ponctuée par des discussions avec les députés. Dans ce journal, reportage sur la séance tenue à l'hémicycle. Dans ce journal également, atelier de créativité à Caton, une session de renforcement de capacité qui réunit depuis hier des entrepreneurs dans l'agroalimentaire. Cet atelier entre dans le cadre du projet Génération Food. Et puis la France tente d'apporter un repli dans le conflit israélo-palestinien. Elle a déposé mardi devant le Conseil de sécurité de l'ONU une résolution appelant à un cessez-le-feu entre Israël et Gaza. Bonjour et merci de nous rejoindre. Hier, on en parlait. Le chef du gouvernement, Christophe Dabiré, a livré son discours sur la situation nationale. Face aux députés, il a fait le bilan des actions de l'année écoulée et annoncé des perspectives. La déclaration du Premier ministre a été suivie d'échanges avec les députés. En résumé, Christophe Dabiré parle d'une situation nationale satisfaisante au regard des nombreuses réalisations en dépit de la situation sécuritaire difficile. Abdoulrahim Niang. Nous avons engrangé des résultats tout à fait acceptables, voire satisfaisants. Le Burkina Faso se porte bien selon le chef du gouvernement. Malheureusement, la situation sécuritaire constitue la tache noire du bilan. Les récentes attaques terroristes dans le nord, le Sahel et l'est du pays sont la preuve que des efforts doivent encore être faits pour protéger les populations et assurer l'intégrité du territoire. Malgré tout, Christophe Dabiré se félicite des actions menées qui ont permis de réduire les attaques au cours de la fin de l'année 2020, de réinstaller des populations déplacées dans leur localité et de rouvrir 400 écoles. Nous sommes conscients des dysfonctionnements qui persistent dans notre système de sécurité nationale, mais nous travaillons à les corriger dans le souci d'accroître l'efficacité de nos unités combattantes. De 2017 à 2020, nous avons investi à travers le PUS élargi environ 242 milliards de francs CFA, notamment dans la réalisation de forages, de formations sanitaires, d'écoles primaires, de pistes rurales, ainsi que dans la construction de commissariats et dans le transfert monétaire aux ménages vulnérables. Notre conviction est que la lutte contre le terrorisme ne saurait être exclusivement militaire. La crise qui secoue le secteur de l'éducation a attiré l'attention du chef du gouvernement. Pour le Premier ministre, des réformes de l'éducation sont nécessaires pour l'adaptation du système aux besoins du pays. Il a profité appeler à l'apaisement. J'appelle solennellement tous les acteurs du système éducatif, et particulièrement les élèves, à cesser les violences inacceptables dans les établissements d'enseignement et à reprendre les cours afin de terminer l'année scolaire. Je les invite à savoir raison garder dans la mesure où l'organisation prochaine des assises nationales sur l'éducation nationale offrira l'occasion à tous de penser l'école de demain. Sur le plan de l'économie, le Premier ministre se réjouit d'une croissance positive de 2,5% malgré la situation de crise. Il note également des acquis dans le domaine de l'énergie, de l'eau et de la santé. La gratuité des soins pour les femmes et les enfants de moins de 5 ans que nous avons élargi aux personnes indigentes, ce qui a contribué à réduire la létalité due au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. De la construction, l'équipement et la normalisation des structures sanitaires afin de réduire le rayon moyen d'action théorique de formation sanitaire de 6,7 km en 2015 à 6,3 km en 2019. L'engagement zéro corvée d'eau reste la référence de nos actions. Elles se sont traduites par la réalisation et la réhabilitation de nombreux forages, de systèmes d'adduction d'eau potable simplifiés, de nouveaux branchements au réseau d'adduction d'eau de l'ONEA. Pour Christophe Dabiré, l'organisation des élections de novembre 2020 est également à saluer car ayant permis d'éviter un vide institutionnel dans un contexte de crise. Il a annoncé la digitalisation de l'administration publique et invité tous les acteurs
a accompagné la mise en œuvre du nouveau référentiel de développement en élaboration. À l'issue de cette rencontre, au cours de laquelle le Premier ministre a présenté son discours sur la situation nationale, les députés ont donné leur analyse sur la séance. Je vous propose d'entendre à présent quelques députés. Ils sont au micro de Abdoulrahim Niaye. L'analyse de l'ensemble du discours, je pense que dans la forme, le discours y est, dans le fond également, dans la mesure où il a décliné d'abord le contexte dans lequel le pays s'est comporté depuis 2020 à nos jours. Il a également décliné les différents acquis de son gouvernement dans l'ensemble des domaines. Ensuite, également les difficultés auxquelles le gouvernement a été confronté, tout en énonçant bien sûr des perspectives pour l'année 2021. Même les observateurs auront du mal à identifier l'opposition et la majorité. Tellement les questions sont pertinentes. Les députés se sont préoccupés des questions majeures sur la situation du pays et quand on fait l'analyse, on voit que même la majorité rejoint l'opposition dans ses inquiétudes quant à la situation du pays. Situation sécuritaire, situation de non-respect de l'autorité de l'État, situation de l'état des routes dans le pays, à l'intérieur. Ne voyez pas seulement Ouagadougou, regardez les axes routiers interdépartements, interprovinces, interrégions et vous verrez que les préoccupations des députés majoritairement rejoignent celles de l'opposition. Vous avez remarqué que dans les actions réalisées, quand même, le bilan est globalement positif. Il faut féliciter son Excellence, Monsieur le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement qui ont contribué à ces résultats. Et vous aurez constaté aussi que le cheveu dans la soupe, ça a été l'insécurité que nous vivons tous, qui n'est pas à cacher, qui nous subissons tous, qui est l'épine dorsale à laquelle effectivement le gouvernement devra effectivement accentuer les actions qui sont toujours en cours en vue d'avoir des résultats probants. Parce que les gens entendent les populations attendent, ce sont les résultats, de constater que les situations s'est améliorée nettement. Et comme je suis novice, c'est-à-dire que c'est la première fois que j'entends un discours sur la nation, bon, je peux dire que ce qui a été dit, c'est au moins faire un bilan. Il a donné ce qui a été fait pendant les 5 années. Heureusement pour nous, pour lui, c'est pratiquement une continuité. Comme ça, il apprécie déjà ce qui a été réalisé. Bon, contrairement à ce que les uns et les autres disent, il y a des perspectives. Parce que la perspective, c'est quoi? C'est de maintenir au moins le taux de croissance au chiffre actuel, sinon améliorer. Donc, je pense que par rapport à la feuille de route et le programme du chef de l'État, je pense que il est parti pour dérouler ce programme-là pour répondre au cahier de charges qui lui a été attribué. La préoccupation qui est revenue de manière récurrente, c'est la question de la sécurité, la question des infrastructures, mais également aussi au niveau de la question des scolaires, les mouvements qui sont en cours en ce moment. Et là, vraiment, nous attendons à ce que quelque chose soit fait. Il y a des promesses qui ont été faites sur le volet des infrastructures, mais on constate qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de villes qui ne sont pas reliées par le bitume. Nous avons beaucoup de voies qui sont en mauvais état, qui ont besoin d'être refaites. Sur le volet sécuritaire, cela concerne les questions liées vraiment à ce qui est fait, l'appui, l'accompagnement des forces de défense et de sécurité, l'accompagnement des volontaires des VDP et également aussi l'action qui a été menée ces derniers temps pour permettre de retrouver un peu de sérénité sur certaines parties du territoire. Mais surtout, c'est de voir qu'est-ce qui va être fait pour que nous puissions retrouver un calme définitif sur l'ensemble du territoire et de manière vraiment pérenne. Tout autre chose dans ce journal, atelier de créativité à Katona. 60 jeunes entrepreneurs prennent part depuis hier à une session de renforcement de capacité dans le domaine agroalimentaire. Cette opportunité leur a été offerte par la commune de Ouagadougou en collaboration avec Ricolto. Et c'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet Generation Food, mis en œuvre par l'Agence de développement économique et urbain. Sanata Séré. Le projet Generation Food consiste à renforcer les capacités des jeunes entrepreneurs dans le domaine agroalimentaire.
Ce jeudi, ils sont 60 jeunes entrepreneurs à prendre part à cet atelier de créativité hackathon qui se veut un cadre d'échange et de renforcement des capacités. Il s'agit donc au cours de cet atelier de mûrir les idées d'entreprise proposées par ces jeunes. Il y en a qui ont proposé des projets dans l'élevage, dans l'agriculture, dans la transformation des fruits et légumes. Et il s'agit pour eux de voir de façon plus concrète, est-ce que les idées qu'ils ont proposées là restent du domaine du possible? Ou bien qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces idées-là soient plus proches du possible? Aujourd'hui, c'est une entrée en matière. Donc, on va faire beaucoup plus dans la communication et aussi avec des groupes de travail. On répartit les différents participants en groupes de 6-7 et on réfléchit sur les idées qu'eux-mêmes ont portées dans le secteur de l'agroalimentaire. Pour la mise en œuvre du projet Generation Food, l'Agence de développement économique urbain bénéficie de l'appui technique des récoltes en Afrique de l'Ouest, une organisation internationale qui œuvre dans le secteur agricole. Generation Food, c'est un axe dans la composante stratégique de récolte sur l'alimentation saine des villes. Et sur ce axe-là, c'est principalement donc l'entrepreneuriat des jeunes. Dans ce processus-là, le jeune a son idée, mais souvent qui mérite d'être mûri, d'être approfondi. Et il a besoin d'être mis en relation. Et donc ce processus-là va l'aider à donc approfondir son idée et en démarrant par le hackathon qui lui ouvre un certain nombre l'expose donc aux opportunités qui existent, mais également aux défis. Nourrir le Grand Ouaga, opportunités et défis pour les jeunes entrepreneurs, c'est le thème qui fera l'objet d'échanges au cours de cet hackathon. Une initiative saluée à sa juste valeur par le deuxième adjoint au maire de la ville de Ouagadougou. Je crois que c'est une première quand même en Afrique, notamment à Ouagadougou. Et de ce point de vue-là, nous, au niveau du conseil municipal, nous en félicitons. Et nous remercions vivement en tout cas l'ADE et les différents partenaires qui sont en tout cas engagés en tout cas, à envoyer une nouvelle dynamique, à une formation, une autre vision pour notre jeunesse au niveau de la commune de Ouagadougou. Le projet Generation Food a été financé par la Fondation Gilles et ce sont au total 80 jeunes qui ont été sélectionnés sur appel à projet pour bénéficier d'un accompagnement dont 60 débutants et 20 ayant une expérience. Le projet est prévu pour durer 2 ans. Dans le secteur des assureurs, le groupe Sonar, Société nationale d'assurance et de réassurance, vient de mettre sur le marché son tout premier produit d'assurance auto-innovant. Cette innovation vient répondre à l'évolution de l'environnement économique et social, mais aussi et surtout satisfaire les attentes des automobilistes. Le produit a été présenté jeudi dernier au cours d'un déjeuner de presse. Compte rendu avec Mamitria Nakamabo. Sonar Auto Assure est le nouveau produit en assurance mis en place par la Société nationale d'assurance et de réassurance. Cette nouvelle offre permet de rendre davantage accessibles leurs produits d'assurance aux clients. C'est aussi une façon pour la Sonar de répondre aux attentes de sa clientèle en temps et en heure. Nous lançons ce produit parce que nous avons fait un constat. Parfois, nous avons des véhicules d'un certain âge ou certains de nos clients qui n'ont pas les moyens pour souscrire à certaines garanties. Et par moment, ils ont des accidents dont ils ne sont pas responsables, mais ils ont des difficultés pour dédommager, pour réparer rapidement les véhicules. C'est pourquoi nous avons une garantie nouvelle qui est la vente sur recours, qui permet de mettre déjà un capital donc, à la disposition donc, de nos clients pour que ces véhicules puissent être réparés rapidement parce que parfois, c'est un véhicule que les clients utilisent pour aller au travail, c'est un véhicule qu'on utilise pour déposer les enfants à l'école et ce n'est pas correct que quand il y a un sinistre, quand il y a donc des difficultés, ce véhicule soit immobilisé pendant longtemps. Sonar a conçu d'autres formules permettant une meilleure protection du conducteur, des passagers et du véhicule en fonction des besoins des clients. Il s'agit notamment des formules tiers, tiers plus et optima. La formule tiers, vous avez naturellement la garantie responsabilité civile qui est une garantie obligatoire. Quand vous avez un véhicule terrestre, moteur, vous avez l'obligation de souscrire à cette garantie. À cette garantie, nous ajoutons par exemple l'avance sur recours.
la formule tiers plus est légèrement plus onéreuse que la formule tiers. Et nous avons une dernière formule qui est la formule optima, qui couvre totalement toutes les garanties. Et donc, si éventuellement il y a un accident, pour cette dernière formule qui est la formule optima, ça vous permet tout simplement donc de bénéficier d'une couverture, d'une prise en charge rapide de votre véhicule, quelle que soit la situation. Parce que parfois, vous avez raison ou vous n'avez pas raison. Mais si vous avez ces garanties, quoi qu'il arrive, nous réparons le véhicule. Et en plus des garanties, Sonar offre à sa clientèle des innovations. Des innovations qui viennent donner une autre dimension à la pratique d'opérations d'assurance. Pour y souscrire, les clients doivent appeler ou envoyer un SMS à la Société nationale d'assurance et de réassurance, Sonar. Que de bonnes nouvelles à Canal Plus Burkina. Le prix du décodeur est désormais à 5 000 francs CFA pour un programme très attractif avec plus de sports comme l'Euro et la Ligue africaine de basketball. C'est ce qui ressort de la conférence de presse mensuelle de Canal Plus Burkina tenue le 20 mai dernier. L'occasion de cette sortie médiatique a été saisie par le directeur général de Canal Plus et ses collaborateurs pour présenter Canal Comedy Club, une tribune pour les humoristes en herbe afin de relever leur talent. Michael Tougré. Selon le directeur général de Canal+, à partir de ce 21 mai jusqu'au 30 juin, le prix du décodeur est de 5 000 francs pour un programme riche et diversifié. L'une des attractions du programme Canal+, le sport, avec la finale de la Ligue des Champions, l'Euro, du 11 juin au 11 juillet et la Ligue africaine de basketball du 16 au 30 mai. Des grands rendez-vous à retrouver sur les chaînes Canal+. De demain jusqu'au 30 juin, le prix du décodeur baisse. Il passe à 5 000 francs CFA à partir de la formule Access, ce qui est une très bonne nouvelle, on l'espère, pour nos abonnés. Une autre information, c'est que Canal+ a déjà commencé à diffuser la Basketball Africa League, donc la Ligue africaine de basket. Pour tous les fans de basketball, ils pourront voir les meilleurs matchs des meilleures équipes africaines. Et donc, on l'espère, ils pourront se divertir et se faire plaisir devant ces matchs. À cette conférence de presse, Canal+ lance une nouvelle aventure baptisée Canal Comedy Club. Une perche ainsi tendue aux humoristes en herbe. Pour participer à cette aventure, les humoristes ont jusqu'au 30 mai pour postuler à travers la réalisation d'une vidéo de 60 secondes. Nous avons également des informations culturelles, puisque nous lançons le Canal Comedy Club très bientôt. Et donc nous lançons dès aujourd'hui un appel à candidature pour que tous les humoristes qui souhaitent participer à cette émission, qui est une émission de stand-up d'humour, nous envoient par téléphone, par WhatsApp au 57 60 00 00, 57 60 00 00, qui nous envoient un sketch de manière à ce qu'on puisse sélectionner des candidats qui passeront dans cette émission à la télé, qui sera diffusée dans tous les pays d'Afrique, le Canal Comedy Club, et ça sera peut-être le début d'une grande carrière pour des humoristes. Donc on espère que ça sera un grand moment d'émotion, de rire et de partage. Leurs sketchs seront réécrits avec eux, ils seront formés au fait de se tenir sur scène, au fait de savoir animer une foule. Ils seront formés avant l'émission, donc surtout, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent et n'hésitez pas à postuler, même si vous ne vous sentez pas tout à fait prêt, on vous aidera pour que vous soyez prêts pour le tournage. À cette conférence de presse annuelle, Canal+ a conclu des partenariats avec l'artiste musicien Amzi et le groupe humoriste Kapak Tondier, désormais ambassadeur Canal+ au Burkina Faso. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Comment investir sur cette monnaie virtuelle? Et comment en détenir sa valeur? Au Burkina Faso, très peu d'informations circulent sur la crypto-monnaie. Sachez d'abord que la crypto-monnaie est une monnaie libre, sans support physique et ne dépend d'aucun établissement de régulation. Le secteur est porteur avec ses avantages qui méritent d'être connus, explique Salif Guindo, Digital Business Developer. Mais attention, il faut une certaine prudence pour éviter toute arnaque. On en parle plus amplement dans le prochain reportage avec Salif Guindo, Digital Business Developer. C'est Michael Toukri qui l'a rencontré. Regardez. Pour le Digital Business Developer, avec l'avènement de la crypto-monnaie, c'est une révolution technologique et un changement de paradigme. Cette monnaie virtuelle prend forme après la crise immobilière de 2008 aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est plus de 3000 crypto-monnaies que l'on peut retrouver sur Internet. C'est une monnaie qui fait de plus en plus l'objet de spéculations au Burkina Faso. Et cette confiance-là dépend du projet qu'il y a autour. Qui a fait cette crypto-monnaie ? Est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Est-ce qu'il a une bonne équipe? Est-ce qu'il a une bonne technologie? Est-ce que
cette crypto-monnaie permet de résoudre des problèmes donnés. Est-ce que vous voyez? Cette crypto-monnaie a quelle valeur ajoutée? Les inconvénients de ces secteurs-là, c'est quoi? C'est l'aspect volatilité. Il y a aussi les escroqueries à la Ponzi et puis le piratage informatique. Tous les secteurs qui brassent beaucoup d'argent attirent beaucoup d'escrocs de toutes sortes et cela, on doit beaucoup faire attention. Selon Salif Kindo, le coût d'une crypto-monnaie est lié à la confiance qu'elle a auprès des utilisateurs et des investisseurs, mais aussi de ses caractéristiques techniques. Pour lui, créer une crypto-monnaie répond à plusieurs objectifs et pourrait, dans le cas du Burkina Faso, avec un taux de bancarisation faible, contribuer à l'inclusion financière. C'est le jeu de l'offre et de la demande qui fait le prix d'une crypto-monnaie par rapport à une monnaie fiduciaire donnée. Par exemple, le dollar, ou bien le CFA, ou bien l'euro. De la même manière que le mobile money peut contribuer à l'inclusion financière, la crypto-monnaie aussi peut contribuer à l'inclusion financière. Le fait qu'avoir un wallet quasiment comparable à un compte bancaire, est-ce que vous voyez? Et l'un des avantages de cela est que vous opérez partout au monde. Avec la création des crypto-monnaies s'ouvrent des opportunités, insiste Salif Kindo. Les utilisateurs ont désormais une totale liberté financière et le Burkina Faso n'est pas à marge de cette révolution technologique, la crypto-monnaie. Page littérature, je vous propose de découvrir le livre « Une source d'amertume ». Il a été présenté à la presse le 20 mai dernier. L'œuvre décrit les réalités vécues par les membres d'une famille polygame. À travers 141 pages, l'auteur Alain Bontouréen dit se décharger de fortes charges émotionnelles qu'il porte par rapport au sujet de la vie dans une famille polygame. Dédicace avec Fatima Tanikiema, Baragui Sarabdo. Dépeindre les réalités de la famille polygamique et inviter les familles dans les situations de désaccord entre membres à se réconcilier. C'est l'objectif recherché par l'auteur du roman intitulé « Une source d'amertume ». C'est également une œuvre qui décrit les difficultés qu'a dû traverser le personnage principal Loulou, issu d'une famille polygamique. Loulou a été victime de certaines embûches de son enfance qui a peut-être été à la base peut-être à la fin de certains espoirs, parce que si tu es victime de beaucoup d'embûches, évidemment, tu peux ne pas atteindre tes objectifs. Donc, c'est pourquoi je dis que dans la famille, il faut toujours extraire ces mots de sentiments, les jalousies, la calomnie, tous ces petits sentiments qui minent nos sociétés. Il faut ôter ça de nos sociétés, de nos familles d'abord, pour en fait constituer une famille, une société qui est là où il fait bon vivre. Ce roman de 141 pages, divisé en plusieurs chapitres, fait cas de la conception d'une famille polygamique dans laquelle a grandi le personnage principal. Et selon l'auteur, cette œuvre se présente comme une œuvre autobiographique. L'écriture est pour moi une manière de se débarrasser, de se débarrasser de quelque chose que tu vois et que tu ne sais pas comment corriger. D'une erreur que tu vois et que tu ne sais pas comment corriger. Donc tu ne sais pas à qui tu vas parler. Et même si tu parles, ce n'est pas évident qu'on puisse te comprendre et qu'on puisse t'accepter d'ailleurs. Donc je pense qu'en utilisant le chemin de l'écriture, c'est une manière d'avouer, de décharger ce qu'il y a dans les mots de la société pour que chacun puisse prendre conscience de ça. Né le 10 septembre 1979 à Kamti, Bouti, dans la région du Sud-Ouest, Alain Bontouréen est restaurateur et présentement agent en service à l'intendance de la présidence du Faso. Séjour 20 mai dédié à la dédicace de son œuvre, il a bénéficié de l'accompagnement de Bernadette Dao, une doyenne de l'écriture. Rappelons qu'Une source d'amertume est son tout premier roman. Au Mali, malgré les nombreuses chartes et conventions relatives aux droits et à la santé de la procréation qui ont été ratifiées, la problématique des violences faites aux filles et aux femmes demeure. Le projet Ma Santé, Mon Droit donne la parole aux victimes pour contribuer à résoudre la question. Et cela à travers un grand dialogue organisé le mardi entre les sans-voix et les autorités à Bamako. Le projet a été piloté par un consortium d'associations et d'ONG. Reportage à Bamako avec Bourema Soulo. Ces dialogues
vise à permettre aux jeunes et adolescentes vulnérables appelés les sans-voix d'interpeller les autorités sur leurs droits de santé sexuelle et reproductive. C'est dans le cadre du projet Ma santé, mon droit. Nous avons voulu aujourd'hui donner la voix à ces sans-voix-là pour que ce soit ces personnes-là elles-mêmes qui s'expriment sur leur vécu, sur leurs souffrances, mais aussi alerter et aussi mener des plaidoyers à l'endroit des autorités pour la prise en compte de leurs besoins spécifiques. Malgré la ratification des tests au niveau international et l'adoption des tests au niveau national, les phénomènes comme le mariage précoce et l'excision sont des réalités qui perdurent au Mali. Cause de la satisfaction des jeunes filles face à une telle initiative. Je pense que cette initiative, si même on a l'occasion de le faire chaque fois, on le fasse. Pour que chacun puisse connaître ses droits en matière de santé de la reproduction. C'est vrai, on connaît beaucoup de choses dans la vie, mais c'est connaître sur le plan sexuel. Avoir sur le plan reproductif, je pense que ça ne doit pas être un sujet tabou. Pour les autorités, voir les jeunes acteurs poser leurs problèmes ne peut être que salutaire. Notre rôle, c'est de les accompagner, c'est d'adhérer à leurs projets et les croire. Notre objectif, c'est de faire en sorte que nous ayons une jeunesse responsable, une jeunesse consciente des dangers, une jeunesse qui pense à son devenir. Et tout ce qui contribue à la réussite d'un tel objectif, nous, en tant qu'autorité communale, c'est un devoir pour nous d'être là. Piloté par un consortium d'associations et d'ONG, AGICAT, RENAGEM et Royal Gelf, le projet Ma santé, mon droit est financé par l'ONG française Équipe et Population Equipopo. En coordination avec l'Égypte et la Jordanie, la France a déposé mardi devant le Conseil de sécurité de l'ONU une résolution appelant à un cessez-le-feu entre Israël et Gaza. Une proposition qui risque de braquer les États-Unis, qui impose son droit de veto depuis près d'une semaine sur le sujet. L'Allemagne, pour sa part, multiplie les démarches diplomatiques dans l'optique d'obtenir une trêve. Des explosions ont encore secoué Gaza alors qu'Israël a déclenché une autre vague de frappes aériennes ce jeudi. 5 Palestiniens ont été tués, ce qui porte à 232 le nombre total de Palestiniens morts dans cette enclave depuis le début du conflit le 10 mai. La ville de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, a été durement éprouvée. Des avions de chasse israéliens ont ciblé les résidences d'au moins 6 dirigeants du mouvement Hamas au pouvoir dans l'enclave palestinienne de Gaza. L'armée a affirmé que chacun de ces sites abritait des infrastructures militaires. De violentes frappes aériennes ont également endeuillé une rue du camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de Gaza, détruisant des maisons déjà précaires. Israël, de son côté, a fait part d'un bilan des tirs de roquettes du Hamas s'élevant à 12 morts, dont un enfant. Pendant ce temps, les efforts diplomatiques en faveur d'un cessez-le-feu s'intensifient. En visite dans la région, le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, s'est dit préoccupé par le nombre croissant de victimes civiles. Il a offert son soutien aux efforts d'une trêve. Je suis venu ici pour vous dire ma solidarité. Nous avons souligné à maintes reprises ces derniers jours, et nous continuerons de le faire à l'avenir, qu'Israël a le droit de se défendre contre de telles attaques massives, inacceptables. Lors d'un entretien téléphonique ce jeudi, la chancelière allemande Angela Merkel et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas ont dit soutenir les efforts pour un cessez-le-feu rapide. Pour Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, la poursuite des tirs israéliens et palestiniens est inacceptable. Il estime que les affrontements doivent cesser immédiatement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain.